Je vais essayer de planter un peu le décor. Je pense que tout le monde ici sait bien et a pu constater, tant à l'échelon national que européen que international, à quel point, dans tous les domaines, on a pu constater, pour certains, un déficit de démocratie sanitaire et pour d'autres, un effondrement de la démocratie sanitaire à partir de la démocratie en santé, à partir de mars 2020. On a pu constater, en France comme ailleurs, à quel point les instances de participation, de délibération, les forums, les instances dans lesquelles les citoyens, les communautés avaient d'une certaine façon pris l'habitude de participer avec notamment l'infection à VIH-Sida ont été absentes d'un certain nombre de grandes décisions de santé publique. Et c'est d'autant plus étonnant que, comme vous le savez, la pandémie de VIH-Sida a été, en France et ailleurs, à l'origine, en grande partie, d'un certain nombre de dispositifs de culture de démocratie sanitaire, que ce soit, par exemple, en France, la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, qui a été quand même assez largement inspirée par l'expérience de l'infection à VIH-Sida en France, de l'épidémie en France, que ce soit à l'échelon global, les pratiques et dispositifs partenariaux et participatifs qui ont été mis en place, et je pense notamment à cet exemple assez remarquable de ce point de vue-là, du moins en théorie, pas toujours en pratique, qui est le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH. Quand on regarde un peu finalement quand on fait ce constat de déficit ou d'effondrement de la démocratie sanitaire, on se rappelle quand même, pour les plus anciens, en réalité, la démocratie sanitaire a toujours été un combat. Peut-être que la démocratie en général a toujours été un combat, et que peut-être aussi, ces dernières années, avant la pandémie de Covid, il y a eu presque peut-être un assouplissement, on dira, des grands acteurs, activistes de la démocratie en santé, et que c'est aussi en partie pour cela, peut-être, c'est une hypothèse, que lorsque la pandémie a frappé, outre l'effet de sidération des premiers mois, dont on peut comprendre qu'elle ait paralysé en quelque sorte les esprits, eh bien, le rebondissement n'a pas été probablement celui qu'on espérait, qu'on attendait, encore que, et on le verra avec Koudiasso, peut-être faut-il sortir un peu aussi des frontières, et avec Sylvie Briand, de la France pour faire un constat un peu juste de ce qui s'est fait ou pas en matière de démocratie sanitaire. Et cette démocratie sanitaire, elle a d'autant plus été paralysée, au-delà de la sidération initiale, qu'on a bien vu au cours de cette pandémie à quel point il y avait une espèce de compétition, on l'a évoqué à plusieurs reprises ces derniers temps, il fallait aller vite, et on a, dit-on, enjambé les corps intermédiaires en France, comme on dit, mais on voit bien que dans d'autres pays, les choses se sont produites aussi de la même façon, et les fameux corps intermédiaires, parmi lesquels, bien sûr, un certain nombre d'organes de la démocratie sanitaire, eh bien, sont restés absents de la scène, malheureusement, alors que très probablement, leur intervention, leur participation aurait permis d'éviter un certain nombre d'erreurs qui ont été faites à tous les échelons. Il se trouve que j'étais vice-président du Conseil national du sida jusqu'à la fin de l'année dernière, et nous avons rendu l'année dernière avec le Conseil national du sida un avis sur cette question, finalement en nous étonnant que tous les savoirs, les pratiques, les acquis de la lutte contre le sida n'aient pas été capitalisés dans la lutte contre la pandémie de Covid. Et je rappelle très brièvement que quand même, fondamentalement, ce que l'on rappelait dans cet avis et ce que d'autres ont rappelé ailleurs et récemment, c'est que
la base, c'est les droits. Et en l'occurrence, on a bien vu que les entorses aux droits, et par sous le contrôle de tous les juristes qui étaient là ce matin, que les entorses à un certain nombre de droits n'ont pas été toujours, ont été nombreuses, et que si on fait référence à l'éthique, c'est-à-dire l'information éclairée, le consentement, la bienfaisance, l'équité, la justice, eh bien, les entorses ont été multiples un peu partout. Et par ailleurs, ce que nous avons aussi rappelé dans cet avis, c'est que le grand acquis de la lutte contre le VIH-Sida, c'était, et Caroline qui connaît bien cela reviendra là-dessus, c'est le patient, le malade, la personne malade est et doit être un acteur de la santé, mais en la pratique est encore limitée, et dont on a vu lors de la pandémie de Covid-19, Sylvie Briand en reparlera certainement, comment à l'échelon international, on a globalement quand même été en échec sur ce fondamental qu'est la solidarité et sur l'équité, ne serait-ce que dans le domaine du vaccin. C'est un sujet complexe, mais enfin, je crois que l'équité vaccinale, tout le monde le sait et le dit, n'a pas été respectée comme on l'avait dit, annoncé et souhaité. Alors, nos oratrices, bien, écoutez, on va leur demander je vais leur demander à toutes les trois de réfléchir avec nous sur ce qui s'est passé dans cette pandémie de Covid-19 ou ce qui ne s'est pas passé pendant cette pandémie de Covid-19 en matière de démocratie sanitaire, en se référant bien sûr à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les luttes passées contre le VIH-Sida, mais aussi Ebola. Je crois que Koudiasso, là-dessus, a une expérience certainement intéressante à nous communiquer. Que s'est-il passé sur le terrain? Quelles sont les pratiques, quelles sont les nouvelles pratiques ou les nouvelles formes de démocratie sanitaire, notamment à travers les réseaux sociaux qui ont pu voir le jour, et que faut-il en penser? Quel est l'avenir de ce point de vue-là? Faut-il refonder la démocratie sanitaire telle qu'on l'avait définie il y a une vingtaine d'années à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Bon, eh bien, alors, je vais donner la parole à Sylvie Briand. Sylvie, est-ce que tu m'entends? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Sylvie. Bonjour à toi. Merci beaucoup d'être avec nous Bonjour. aujourd'hui. Excuse-nous pour ce petit retard. Donc, je suppose que tu as entendu mon introduction. Oui? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, Bah, oui. écoute, tu as entendu alors les questions que je te pose, et je te remercie de ton intervention. À toi la parole. Merci beaucoup d'abord pour cette invitation. J'ai malheureusement pas pu écouter toutes les interventions d'hier et d'aujourd'hui, mais ça avait l'air vraiment très intéressant. Donc j'espère que je vais pouvoir contribuer un petit peu à ces discussions avec l'expérience que nous avons à l'OMS des épidémies et des pandémies. Je suis donc en charge du département des épidémies et pandémies à l'OMS depuis plusieurs années. Donc, j'ai vu plusieurs épidémies et plusieurs pandémies. Et j'ai eu un rôle très actif, effectivement, au niveau international dans la riposte à ces événements sanitaires. Et une des expériences qui est absolument fondamentale, je pense, et des leçons apprises, c'est que on ne peut pas faire face à une épidémie ou une pandémie sans impliquer les populations. D'abord parce que la maladie, elle se transmet de personne à personne. Donc, c'est quelque chose qui, de toute façon, implique la population très fortement. Et puis aussi parce que pour lutter contre une nouvelle maladie ou une maladie qui devient épidémique, ça demande un changement de comportement, soit individuel, soit social. Pas pour toujours, mais en tous les cas, au pic plus fort de l'épidémie, c'est très important d'avoir ce changement de comportement, puisque c'est ça qui va permettre justement de lutter contre la maladie. Et donc, ces changements de comportement sont compliqués à obtenir et demandent justement une adhérence de la population aux conseils qui sont prodigués par les experts. Et cette adhérence, elle n'est pas toujours présente. Je pense par exemple à Ebola.
on demandait aux populations, par exemple, d'avoir une autre façon d'enterrer leurs morts, parce que la particularité du virus d'Ebola, c'est que les patients sont de plus en plus contagieux. Donc, assez peu contagieux au début des symptômes et très, très contagieux à la fin de la maladie, et même les cadavres sont contagieux. Donc, c'est très important pour d'avoir des enterrements sécurisés. Et donc, on demandait aux familles, effectivement, de modifier la façon dont les enterrements sont faits pour qu'ils soient beaucoup plus sûrs. Et beaucoup de familles ne souhaitaient pas que ça se passe comme ça. Et donc, on a même vu, je me rappelle, en 2015, des familles emmener leurs morts dans les pays voisins pour pouvoir les enterrer sans contrainte. Et donc, ça avait pour conséquence, d'une part, de disséminer plus le virus géographiquement, mais aussi de disséminer des familles entières qui, donc, du coup, se sont retrouvées exposées durant les funérailles au virus, à la maladie. Et on a vu des catastrophes dans beaucoup de familles étendues à cause de ces enterrements non sécurisés. Donc, très important d'obtenir des populations une bonne compréhension de leurs risques, et aussi de trouver avec les populations les solutions pour que ce risque soit mieux géré en tenant compte de la culture, des capacités, des possibilités de ces populations. Mais on a vu avec Covid, et ça c'est très vrai, je pense qu'avec l'épidémie de sida auparavant ou la pandémie grippale, c'est comment on peut impliquer les populations des risques, dans la gestion de ces risques. Donc, la première étape, c'est effectivement de les informer. Et dans cette pandémie de Covid, ce qu'on a vu, c'est que la gestion de l'information sanitaire, c'est un vrai défi au XXIe siècle. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que, en fait, nous sommes hyper connectés avec les réseaux sociaux. On a un accès à l'information qui est sans précédent. On a vu ça pour les publications scientifiques. J'ai vu une présentation précédente, 100 000 publications en 2020 sur Covid, mais on voit ça aussi pour l'information tout venant. On est submergé d'informations. Alors, c'est très agréable d'un certain côté parce qu'on peut avoir facilement accès à cette information. On n'est pas obligé d'aller dans les bibliothèques, on n'est pas obligé d'acheter une encyclopédie qui coûte très cher. On peut avoir en temps réel accès à cette information, mais le problème, c'est que cet outil fantastique d'information, en fait, a aussi des risques. Et on a vu pendant la pandémie quels étaient ces risques. Donc, nous, à l'OMS, ce tsunami d'information, on l'appelle l'infodémie, parce que c'est un espèce de tsunami, comme son nom l'indique, qui fait qu'on est submergé, on n'arrive plus très bien à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et même les experts, en fait, souvent ont des doutes sur la meilleure approche qu'il faut prendre pour gérer nos propres risques. Donc, on appelle infodémie parce que c'est par analogie à l'épidémie ou une pandémie, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui survient, qui peut survenir tout le temps, évidemment, mais qui est particulièrement aigu quand on a une épidémie. Et l'utilisation de ce nouveau mot n'est pas là pour compliquer ou avoir l'air d'expert en information. C'est plutôt parce que utiliser un nouveau mot, ça permet de caractériser un phénomène contemporain et qui nous permet donc de l'utiliser avec des nouvelles perspectives, mais aussi d'engager des nouveaux acteurs dans la réflexion et trouver aussi des solutions plus adaptées. C'est un petit peu le même phénomène que ce qui était décrit dans la présentation précédente sur une seule santé. Appeler les choses avec un nom différent, ça permet aussi de générer des dynamiques complètement différentes, tant sur le plan de la science que sur le plan des actions et des interventions. Et nous avons aussi créé une discipline scientifique qu'on appelle l'infodémiologie. On a déjà publié un agenda pour la recherche en infodémiologie, en essayant de mieux comprendre justement l'infodémie durant les crises sanitaires et comment on pourrait en mesurer l'impact, mais aussi mieux la gérer. Donc, avant, l'infodémie, c'est pas nouveau. Hein. Avant, je me rappelle, en début de siècle, quand on avait le SRAS, par exemple, en 2003, on parlait surtout de rumeurs.
c'est effectivement ce que les gens comprennent bien, mais c'était un peu fourre-tout. Maintenant, on essaye de mieux définir justement cette information qui ne conduit pas à adopter les bons comportements parce que elle n'est pas, correcte, disons, d'un point de vue scientifique. Et donc maintenant, on différencie la mésinformation, qui est une information qui est incorrecte, mais qui n'a pas, il n'y a pas de volonté de nuire ou d'intention en fait de tromper les gens, et la désinformation qui est là en fait avec une intention justement de faire du mal, de disséminer des fausses informations. Et cette distinction est assez importante parce que les actions et les solutions en cas de mésinformation ou de désinformation sont tout à fait différentes. Donc, nous, à l'OMS, on s'intéresse surtout à la mésinformation parce que la désinformation, souvent, demande des réponses plus légales et ce n'est pas dans notre mandat ni dans nos possibilités d'obtenir ces actions. Donc, on essaye surtout de gérer la mésinformation et c'est déjà énorme. Alors, des rumeurs, durant les épidémies, il y en a toujours eu. Même quand on regarde dans l'histoire des journaux sur le choléra, la peste, on voit bien que ça existait aussi. Mais c'est vrai que avoir les réseaux sociaux, ça donne une dimension complètement différente à ce phénomène qui non seulement est amplifié extrêmement rapidement, puisque en retweetant ou en faisant des posts sur différentes plateformes, on peut en fait toucher énormément de personnes, des millions de gens très rapidement, en l'espace de quelques heures. Mais aussi, ça donne une extension géographique à ces rumeurs, puisque du coup, ça peut être traduit très rapidement et puis amplifié dans d'autres pays aussi. Donc, on a vu durant cette pandémie justement certaines rumeurs faire des dégâts considérables dans différentes localisations géographiques, avec des impacts aussi très différents en fonction des pays. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très complexe à gérer et qui demande probablement beaucoup plus de professionnalisation que juste disséminer des messages, comme on avait peut-être ce qu'on faisait peut-être dans les épidémies précédentes, parce que c'était plus facile à gérer, mais maintenant, ça demande vraiment beaucoup plus de sophistication pour gérer l'infodémie au XXIe siècle. Alors, quels sont les impacts justement de cette mésinformation? Eh bien, la première chose, ça a été la stigmatisation de certaines populations. On a vu, par exemple, aux États-Unis, des gens qui avaient un faciès plutôt asiatique au début de la pandémie être interdits dans les transports en commun ou se faire injurier. On a vu aussi, et ça c'était assez préoccupant, alors que dans certains pays, par exemple en France, je sais que le soir, les gens applaudissaient les soignants. Quand tout le monde était confiné, ils se mettaient sur leur balcon, ils applaudissaient les soignants. Et bien, dans d'autres pays, en même temps, les soignants recevaient des pierres, notamment en Inde, où les soignants qui allaient à leur travail ont été injuriés ou même violentés dans les rues parce que, comme on disait que le virus, que les soignants étaient plus exposés au risque et donc à la maladie, on pensait qu'ils étaient les agents de transmission de cette maladie et donc les coupables en quelque sorte, et on devait les punir. Donc ça peut avoir un impact très très important sur certains sous-groupes de population, cette stigmatisation. On l'avait vu évidemment pendant le sida, mais ça peut aussi avoir un impact sur la réponse à l'épidémie et comment une société peut y faire face. Le deuxième impact qui est très important, et ça, je pense que ça a déjà été évoqué dans ce colloque, c'est la méfiance. On a vu que finalement, il y a eu une perte de confiance très importante durant cette pandémie dans la science, dans les scientifiques, dans l'expertise, mais aussi une perte de confiance dans les institutions et les institutions de santé en particulier. Pour donner un exemple, en tous les cas, de perte de confiance dans les scientifiques, on a vu beaucoup de scientifiques, par exemple, être attaqués personnellement, être critiqués.
Même, j'ai certains collègues qui ont eu reçu des menaces de mort sur Twitter. Donc, un phénomène social qui dépasse très largement la mauvaise interprétation de l'information, mais aussi qui a donné lieu à des actions qui pouvaient être parfois extrêmement violentes contre des individus ou contre des institutions. Et le troisième impact qui est aussi très important et qui est probablement complètement sous-estimé, mais c'est comment l'infodémie et cette mauvaise gestion en fait de l'information peut fragiliser la cohésion sociale et accroître des clivages qui n'ont peut-être pas été créés par la pandémie, mais en tous les cas, la pandémie a permis de les accroître considérablement à un point peut-être que ça va être même difficile de réparer ces fractures sociales. Et donc, là, un effet secondaire, évidemment, c'est que la démocratie en a été très fragilisée. Et on a vu, par exemple, dans beaucoup d'États, des manifestations anti-masques, anti-vax, et des affrontements de différents groupes de population assez violents, avec une politisation extrême, en fait, ou une polarisation extrême des positionnements à l'intérieur d'une société qui ont donc fragilisé aussi le dialogue dans la population et la recherche commune de solutions, ont fragilisé aussi la collaboration dans la riposte. Et donc, tous ces effets secondaires sont évidemment très dommageables. Et nous pensons à l'OMS qu'il est possible d'abord de les minimiser, et c'est ce à quoi on s'emploie, mais surtout pour les pandémies futures, il faut absolument considérer l'infodémie et ses impacts comme un problème qui arrive en même temps que l'épidémie et qui a un impact sur la société autant peut-être que la maladie. Et donc, c'est très important de se préparer aussi à gérer l'infodémie dans les pandémies futures, parce qu'on pense qu'il y en aura d'autres, évidemment, à plus ou moins grande échéance et à plus ou moins longue échéance et à plus ou moins grande échelle, mais il y aura certainement besoin aussi de se préparer sur ce front-là aussi. Donc, pour revenir à ce sujet sur l'implication des populations, comment on peut faire, et c'est mon dernier point, j'ai presque fini. Notre objectif en gérant l'infodémie, c'est donner l'information dont les gens ont besoin, sous le format le plus approprié, de façon à ce qu'ils puissent s'approprier justement cette information et quand ils en ont besoin. Donc, il y a le timing est très, très important parce que on a vu que la perception du risque varie au cours de la pandémie et donc, il faut absolument adapter justement l'information en fonction de la situation épidémiologique pour que les gens puissent à tout moment adopter les comportements qui sont le plus adaptés aux risques actuels et pas les risques passés ou futurs. Le premier aspect très important pour donner cette information adaptée, c'est d'écouter les gens. Et on a développé des outils, par exemple, pour faire le social listening, donc un outil qui s'appelle EARS. En anglais, ça s'écrit E-A-R-S. Il est disponible en ligne et vous pouvez voir en fait comment on écoute de façon anonyme, évidemment, les discussions sur Internet. On essaye de comprendre comment naissent les rumeurs, quelles sont les inquiétudes qu'ont les gens actuellement et pour pouvoir justement prodiguer une meilleure information en temps utile. Et la deuxième approche qui est très importante, en plus de l'écoute, c'est aussi donner aux communautés les moyens d'agir et de trouver des solutions localement à leurs problèmes. Parce qu'on ne peut pas, même si le virus est le même partout, son impact sera différent dans différentes communautés et les modes de transmission, en fait, vont varier en fonction des pratiques qu'ont les gens au quotidien. Et donc, c'est très important d'engager ces communautés, mais aussi de redéfinir un peu la notion de communauté. On a tendance à penser des communautés peut-être, en tous les cas pour les gens qui gèrent les épidémies en Afrique, en particulier à penser aux communautés comme une notion géographique, c'est-à-dire un village ou un groupe de personnes dans un bidonville.
mais en fait, il faut penser les communautés maintenant en fonction de communautés beaucoup plus sociales et justement des communautés connectées sur des réseaux sociaux ou connectées par des pratiques particulières dans des communautés de pratiques. Et ça, c'est aussi assez nouveau parce qu'il faut se donner les outils pour pouvoir discuter avec ces communautés. Donc, Gilles, tu avais mentionné ce qui avait été fait pour ça. Justement, on avait identifié des communautés de patients qui est devenu actifs. Nous, pendant cette pandémie, on a aussi essayé d'engager des communautés, par exemple des communautés religieuses, parce que les premières disséminations se sont faites aussi durant des cérémonies religieuses, soit en Corée, soit au nord de l'Iran, soit même à l'est de la France au début. Et donc, très important de les engager dans la discussion et de voir avec elles comment on peut modifier les pratiques. Et un bon exemple, c'est ce qui a été fait, par exemple, au début, on a réuni beaucoup de religions différentes et les bouddhistes nous ont, par exemple, dit, nous, en fait, c'est pratique parce qu'on fait le tour, en fait, du lieu de culte dans un seul sens, donc les gens ne se croisent pas et donc on a moins de risques de se transmettre la maladie. Donc, on a favorisé le dialogue entre les différentes religions pour qu'ils trouvent ensemble des manières de continuer à pratiquer, mais de façon à ce que ça soit plus fiable. On a eu les mêmes expériences avec le monde du travail aussi. Et juste ma conclusion, c'est, je pense que maintenant, le défi, c'est de voir comment on va gérer la variole du singe et comment on va remobiliser les communautaristes, puisqu'il semblerait que les premières transmissions se passent justement dans des communautés homosexuelles avec certaines pratiques, notamment des rassemblements qui sont dangereux, entre guillemets, qui favorisent la transmission justement de la variole du singe. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Sylvie.